lors d'un dîner dominical à la fin du mois d'octobre, le père de ma belle-fille a attrapé mon petit-fils de 8 ans par le col, l'a soulevé de terre et l'a projeté contre le mur de la salle à manger avec une force telle que le plaque-au-plâtre s'est fissuré. La mère de ma belle-fille a souri et a dit « Bien. Ce garçon a besoin d'apprendre. » Mon petit-fils pleurait si fort qu'il n'arrivait plus à respirer. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la cuisine et j'ai passé un seul coup de téléphone. Il pensait que je n'étais qu'un vieil homme fatigué, perclus d'arthrite et vivant d'une petite retraite. Il n'avait aucune idée de la personne qui était réellement assise en face d'eux. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, prenez une seconde pour vous abonner à Vengeance Hivernale et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez ce soir. Je lis absolument tous les messages. J'ai 68 ans. Mon nom n'a pas beaucoup d'importance pour cette histoire. Ce qui compte, c'est que j'ai passé 31 ans en tant qu'expert comptable judiciaire pour le ministère de la Justice, travaillant sur la criminalité en col blanc depuis les bureaux de la police judiciaire de Lyon. J'ai pris ma retraite en 2022 avec 2 médailles d'honneur du directeur de la PJ et un carnet d'adresses rempli de noms qui, même 5 ans plus tard, décrochent toujours quand j'appelle. Mais pour mon fils Thomas, pour sa femme Marguerite, et surtout pour ses parents à elle, je n'étais que le vieil homme discret d'Oulin qui faisait ses courses à l'Intermarché le mardi et conduisait une Renault Laguna de 14 ans d'âge. Je n'avais pas vu mon petit-fils, Augustin, depuis près de 5 mois lorsque l'invitation est arrivée. C'était le vendredi 17 octobre, et je ramassais les feuilles mortes dans le jardin de devant quand mon téléphone a vibré. Le SMS venait de Marguerite, ma belle-fille, pas de Thomas. Dîner de famille dimanche chez nous. 16h Augustin a demandé de vos nouvelles. C'était tout. Aucune chaleur, juste des mots fonctionnels, comme si elle passait une commande. Je l'ai lu 3 fois, debout dans le froid avec mon râteau. Augustin avait demandé de mes nouvelles. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine, une émotion que je m'étais interdite de ressentir depuis des mois. Ce garçon était mon seul petit enfant. Son anniversaire en août était passé, et je n'avais pas été invité. Je lui avais envoyé une carte contenant 2 billets de 50 € neufs et un dessin de bateau de pêche fait à la main, car la dernière fois que je l'avais vu, en mai, il m'avait dit qu'il voulait apprendre à pêcher comme les enfants dans ses livres d'images. La carte m'était revenue 2 semaines plus tard avec la mention « Retour à l'envoyeur », écrite de la main de Marguerite. Je n'en avais jamais parlé à Thomas. Il y a des choses que l'on ravale. J'ai répondu « Je serai là ». Dois-je apporter quelque chose ? Elle n'a pas répondu. Le dimanche est arrivé avec un ciel gris et froid, typique de notre région. Le genre de journée où l'air sent le feu de bois et où l'on s'attend toujours à ce qu'il pleuve, sans que cela n'arrive jamais. J'ai fait les 40 minutes de route jusqu'à chez eux à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Ils vivaient dans un de ces nouveaux lotissements sur les hauteurs. Des façades beiges et des garages pour 3 voitures, entièrement payés, je le savais, par le père de Marguerite, un homme nommé Quentin Beaumont. Beaumont possédait une chaîne de concessions de voitures de luxe dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. 3 succursales. Il aimait que tout le monde soit au courant pour ces 3 succursales. J'ai garé ma Laguna sur le trottoir car leur allée était déjà pleine. Il y avait la BMW de Marguerite, la vieille Subaru de Thomas, le Range Rover de Quentin et la Mercedes blanche de Pénélope, la femme de Quentin. Je suis resté assis dans ma voiture un instant, à regarder tous ces véhicules propres et chers, puis ma vieille berline marron poussiéreuse, et j'ai failli rire. Car 30 ans plus tôt, j'avais contribué à envoyer un homme en prison fédérale pour avoir acheté des voitures exactement comme celle de Quentin avec de l'argent qu'il avait détourné d'une caisse de retraite. Le monde a parfois un sens de l'humour étrange. Marguerite a ouvert la porte, portant un tablier sur un pull en cachemire. Elle m'a offert un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Oh, vous êtes en avance. » J'avais 4 minutes d'avance. « Je peux attendre dans la voiture », ai-je dit. « Non, non, entrez, enlevez vos chaussures. » La maison sentait le romarin et l'argent. J'ai marché en chaussettes jusqu'au salon et j'ai vu Augustin assis sur le tapis avec un livre de coloriage. Dès qu'il a levé les yeux et m'a vu, tout son visage s'est illuminé. Il a lâché son crayon, a couru à travers la pièce et s'est jeté sur mes jambes. « Papy, tu es venu. Tu es venu. » Je me suis agenouillé, mes genoux craquant comme des pétards, et je l'ai serré contre moi. Il sentait le shampoing à la pomme et la cire de crayon. Et, petit bonhomme, il était plus maigre que dans mes souvenirs. Ses cheveux étaient plus longs. Il y avait un petit bleu sur son avant-bras, jaunissant sur les bords,
le genre de bleu qui a 1 ou 2 semaines. Bien sûr que je suis venu, mon grand. Bien sûr que je suis venu. Thomas, mon fils, est apparu dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Il avait 36 ans, grand et mince, mais il se tenait comme un homme qui s'excusait en permanence d'occuper de l'espace. Ses épaules avaient désormais une courbure qui n'était pas là 2 ans auparavant. Il m'a fait un petit signe de la main. Salut, papa. Salut, fiston. C'est tout ce que nous avons pu échanger avant que Quentin Beaumont n'entre dans la pièce. C'était un homme imposant, d'1,90 m, large d'épaules, avec une épaisse moustache argentée et un visage rougi en permanence par l'alcool, la fierté, ou les deux. Il tenait un verre de whisky à 15 h de l'après-midi. Sa femme, Pénélope, le suivait, une petite femme au regard acéré, aux cheveux blonds figés comme un casque et portant un collier de perles qu'elle faisait rouler entre ses doigts comme un chapelet fait de jugement. « Tiens, tiens, a dit Quentin en me dévisageant de la tête aux pieds. Regardez qui a décidé de pointer le bout de son nez. Thomas, sers un verre à ton père. On dirait qu'il en a bien besoin. Je vais bien, merci, ai-je répondu. Quentin s'est assis dans le fauteuil, le bon fauteuil, celui que Thomas avait acheté quand lui et Marguerite avaient emménagé. Alors, vous êtes enfin à la retraite. C'était quoi déjà? Un travail de bureau pour le gouvernement? De la comptabilité, ai-je dit. De la comptabilité. Il a étiré le mot comme s'il avait un goût bizarre. Compteur de haricots. Gratte-papier. Eh bien, il faut bien que quelqu'un le fasse. Il a fait un clin d'œil à Pénélope. Moi? J'ai bâti quelque chose. 3 succursales, 42 employés. Tu t'es déjà demandé ce que ça ferait de vraiment construire quelque chose, Thomas? Thomas fixait le tapis. Le dîner est presque prêt, a lancé Marguerite depuis la cuisine, d'un ton enjoué, comme si de rien n'était. Nous nous sommes assis à la table de la salle à manger. Augustin a été placé entre sa mère et sa grand-mère, Pénélope. On m'a mis au bout, sur le siège le plus proche de la porte. Quentin trônait en bout de table. Thomas était à ma gauche. Marguerite a apporté un poulet rôti, de la purée de pommes de terre, des haricots verts amandine. Ça ressemblait à une photo de magazine. Pour moi, ça avait le goût de la sûre, mais j'ai mâché, avalé et dit tout ce qu'il fallait dire. Thomas, comment ça se passe à l'entrepôt, a demandé Quentin. Mon fils travaillait dans la logistique pour un distributeur régional. C'était un emploi stable, un salaire correct, avec de bons avantages. Il y était depuis 9 ans. Ça se passe bien, Quentin. Très bien. Quentin a piqué un morceau de poulet. Tu sais, je n'arrête pas de dire à Marguerite, ton mari pourrait gagner 3 fois ce qu'il gagne maintenant s'il venait simplement travailler pour moi. La vente, conclure des affaires, du vrai argent. Je ne suis pas vraiment un vendeur, a dit doucement Thomas. Tu n'es pas encore un homme, voilà ce que tu n'es pas. Quentin a ri de sa propre blague. Pénélope a ri aussi. Marguerite a baissé les yeux sur son assiette et a souri. J'ai continué à manger. Tu sais quel est ton problème, fiston, a repris Quentin. Ton père t'a élevé de manière trop molle. Sans vouloir vous offenser, mais regardez-le, assis là comme une souris d'église. Il n'a probablement jamais élevé la voix de sa vie. Voilà comment on se retrouve avec un gamin incapable de conclure une affaire. Quentin, a dit doucement Pénélope. Sois gentil. Mais elle souriait. Je coupais mon poulet. Je mâchais. J'observais. Augustin balançait ses pieds sous la table comme le font les petits garçons. Il a cogné le pied de la table et le verre de whisky de Quentin a tremblé. Une goutte, juste une petite goutte, a débordé du bord et est tombée sur la nappe blanche. Le visage de Quentin a changé. Qu'est-ce que je t'ai dit sur le fait de taper des pieds? Augustin s'est figé. Pardon, papy Quentin. Pardon. Pardon ne répare rien. Viens ici. Quentin, a dit Thomas, et il y avait quelque chose dans sa voix, une infime faille de résistance. Il ne l'a pas fait exprès. Je parle à mon petit-fils. Viens ici, Augustin. Augustin a regardé sa mère. Marguerite regardait son assiette. Il s'est glissé hors de sa chaise et a contourné la table. Ses épaules étaient déjà rentrées au niveau de ses oreilles.
J'avais vu des hommes fait marcher de cette façon en entrant dans des salles d'interrogatoire. Un enfant de 8 ans ne devrait pas savoir marcher de cette manière. Ce qui s'est passé ensuite a pris peut-être 4 secondes. Quentin a attrapé Augustin par le col de son petit pull bleu. Il s'est levé et a soulevé le garçon littéralement au-dessus du sol. Les pieds d'Augustin battaient l'air. Et puis, Quentin a fait 2 pas et l'a violemment projeté contre le mur de la salle à manger. Il y a eu un bruit sourd, puis un craquement, et enfin un petit son aigu qui est sorti d'Augustin, comme un ballon qui se dégonfle. « On ne tape pas des pieds à ma table », a dit Quentin. Il a lâché prise. Augustin a glissé le long du mur, s'est effondré sur le sol et a commencé à pleurer. Ce genre de pleurs profonds où un enfant n'arrive plus à reprendre son souffle, où tout son corps tremble. Depuis sa chaise, Pénélope coupait calmement un autre morceau de poulet. Bien. Il a besoin d'apprendre. Tu laisses ce garçon faire n'importe quoi, Marguerite. Marguerite a répondu, je sais, maman. Je sais. Merci, papa. Thomas était à moitié levé de sa chaise, le visage blanc, les mains tremblantes. Il a regardé sa femme. Il a regardé son beau-père. Il a regardé le sol où gisait son fils. Et puis, que Dieu m'aide. Il s'est rassis. Il s'est rassis et il a repris sa fourchette. J'ai repassé ce moment dans ma tête 1 millier de fois. Je ne blâme pas mon fils. J'ai fini par comprendre ce que des années dans cette maison lui avaient fait. Mais à ce moment-là, la seule chose qui me maintenait sur ma chaise, c'était la certitude que si je faisais le moindre faux mouvement, si je prononçais le mauvais mot, Augustin le paierait plus tard quand je ne serais pas là. Alors, j'ai posé ma fourchette. J'ai plié ma serviette. Je me suis levé et j'ai dit très calmement, « Excusez-moi, je dois utiliser les toilettes. » Quentin m'a fait un signe de la main pour me congédier. Il se rasseyait, s'installant dans sa chaise comme un roi après son couronnement. Au fond du couloir à gauche, le vieux. Essayez de ne pas tomber dedans. J'ai marché le long du couloir. Je suis entré dans la salle de bain. J'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée, et je me suis assis sur le bord de la baignoire. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé un numéro que je n'avais pas appelé depuis 3 ans. Police judiciaire, brigade criminelle, lieutenant Broussard à l'appareil. Vincent, c'est moi. Il y a eu une demi-seconde de silence et puis sa voix a complètement changé. Patron, c'est vous? J'ai besoin d'une unité au 47 allée des Frênes à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Je suis témoin de violences aggravées sur mineurs. L'enfant a environ 8 ans. L'auteur est un homme adulte, un M90, 100 kg, en état d'ébriété. Le garçon a été projeté contre un mur avec assez de force pour endommager le placoplâtre. Il est toujours à terre. La mère et la grand-mère sont présentes, et l'une d'elles vient de remercier l'agresseur. Je suis à l'intérieur du domicile actuellement. Je ne suis pas en danger, mais l'enfant a besoin d'une évaluation médicale. Bon sang, on arrive. Redonnez-moi l'adresse. Je la lui ai donnée. Patron, vous enregistrez? Audio seulement depuis que je suis dans la salle de bain, mais j'ai une ligne de vue dégagée sur la salle à manger depuis l'angle du couloir. Je filmerai pour la suite. Restez en ligne aussi longtemps que possible. Temps d'arrivée estimé, 6 minutes. Vincent. Encore une chose. Le grand-père dans ce scénario s'appelle Quentin Beaumont. Il possède Beaumont Automobile. Je veux qu'on prévienne par courtoisie le commissaire de secteur et la substitut du procureur, Caroline Hénin, si elle est joignable. Ça va faire du bruit. C'est comme si c'était fait, monsieur. J'ai raccroché. Je me suis aspergé le visage d'eau. Je me suis regardé dans le miroir, un vieil homme avec des cheveux gris clairsemés et des yeux fatigués, et j'ai pensé, je suis désolé, Augustin. Je suis tellement désolé d'avoir laissé les choses aller aussi loin. Puis, j'ai ouvert l'appareil photo de mon téléphone, j'ai lancé l'enregistrement vidéo, et je suis retourné dans la salle à manger en tenant le téléphone de manière détendue près de ma hanche. Augustin était de retour sur sa chaise. Ses yeux étaient rouges et gonflés, et il mangeait ses haricots verts un par un. Machinalement, comme on le fait quand on a appris que finir son assiette est le prix à payer pour qu'on vous laisse tranquille. Il y avait une marque rouge sur le côté de son visage, et le col de son pull était détendu. « Tout s'est bien passé ?» a demandé Quentin en riant. « Tout va très bien » ai-je dit. Je me suis assis.
J'ai repris ma fourchette. J'ai continué à enregistrer. Alors Thomas, a dit Quentin en se penchant en arrière. Comme je le disais, la vente. Le vrai argent. Dis-lui, Marguerite. Thomas, papa t'offre une vraie opportunité. Tu devrais être reconnaissant. Et pour le hockey d'Augustin? Je croyais qu'on allait l'inscrire, a dit Thomas. Le hockey coûte cher, Thomas, a rétorqué Marguerite. Peut-être que si tu acceptais l'offre de papa. Je mettrais le garçon au rugby, a déclaré Quentin. Le hockey, c'est pour les gosses de riches. Le rugby l'endurcirait. Dieu sait que quelqu'un en a besoin. Tu élèves un garçon de façon trop molle, il finit comme son vieux père. Il a pointé sa fourchette vers Thomas. Sans vouloir t'offenser, fiston. Je gardais l'angle de la caméra. Je continuais à manger. Qu'en pensez-vous, papy, m'a soudainement demandé Marguerite, se tournant vers moi avec ce sourire éclatant et mort. Pour le rugby pour Augustin. J'ai mâché lentement, j'ai avalé, j'ai bu une gorgée d'eau. Je pense, ai-je dit prudemment, que peu importe ce qu'Augustin veut faire, il devrait le faire. C'est un garçon intelligent. L'intelligence ne paie pas les factures, a coupé Quentin. La dureté, si. Les durs concluent les affaires. Pas vrai, Pénélope? Tout à fait, mon chéri. On a sonné à la porte. Marguerite a froncé les sourcils. Qui cela peut-il bien être? Nous n'attendons personne. Sûrement des témoins de Jéhovah, a dit Quentin. Dis-leur de dégager. Elle s'est levée, lissant son tablier. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. J'ai entendu sa forte inspiration. J'ai entendu la voix d'un homme dire, « Madame, nous sommes de la police judiciaire. Nous avons reçu un appel concernant un mineur blessé à ce domicile. Nous devons entrer. Il n'y a aucun mineur blessé ici. C'est un dîner de famille. Madame, veuillez vous écarter. » Deux policiers en uniforme sont entrés dans le couloir. Derrière eux se trouvait le lieutenant Vincent Broussard, 55 ans, grisonnant aux tempes, qui était un jeune inspecteur à Lyon il y a 26 ans quand je l'avais aidé à monter son premier gros dossier de fraude financière. Derrière lui, il y avait un agent de la police municipale et un secouriste avec un sac. Quentin s'est à moitié levé. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vincent est entré dans la salle à manger. Ses yeux ont balayé tout le monde. Ils se sont posés sur Augustin. Son visage s'est durci. Bonhomme, a-t-il dit doucement en s'agenouillant. Je m'appelle Vincent. Je suis policier. Je vais demander à mon ami ici présent de t'examiner. D'accord? Juste pour m'assurer que tu vas bien. Le secouriste s'est accroupi. Augustin a regardé sa mère. Sa mère, pour la première fois, avait l'air effrayée. C'est du harcèlement, a tonné la voix de Quentin. C'est une propriété privée. Vous ne pouvez pas entrer ici comme ça. Je ferai sauter votre insigne. Monsieur, veuillez vous asseoir, a dit l'agent de police. Savez-vous qui je suis? Vincent s'est redressé. Il a regardé Quentin. Puis il m'a regardé. Un imperceptible hochement de tête est passé entre nous, et j'ai vu sur son visage se lire quelque chose de plus profond que la simple reconnaissance. C'était quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Le genre de regard qu'un jeune officier adresse à son supérieur quand la cavalerie est arrivée. Il avait été le jeune officier autrefois. Monsieur Beaumont, a dit calmement Vincent. Nous sommes ici suite à un appel d'un témoin dans cette maison signalant des violences aggravées sur mineurs. Je vous prie de rester assis. Un témoin? Quel témoin? Vincent s'est tourné vers moi. Monsieur, pouvez-vous confirmer ce que vous avez signalé par téléphone? J'ai posé ma fourchette. Je me suis essuyé la bouche avec ma serviette. J'ai regardé Quentin Beaumont de l'autre côté de la table. Je m'appelle Jean-Marc Lemoine, ai-je dit. Je suis le grand-père paternel d'Augustin. Il y a environ 22 minutes, dans cette même salle à manger, j'ai personnellement vu monsieur Beaumont attraper l'enfant par le col, le soulever du sol et le projeter contre ce mur. J'ai pointé du doigt. Un petit enfoncement et une fine fissure étaient visibles dans le placoplâtre. L'enfant n'a pas pu respirer normalement pendant environ 40 secondes après le choc. Madame Beaumont a verbalement approuvé cet acte.
Ma belle-fille a remercié son père. L'enfant a des marques visibles compatibles avec l'impact, et j'ai la vidéo du contexte verbal qui a suivi. Le visage de Quentin était passé du rouge au violet, puis à une sorte de gris cireux. Vous avez appelé les flics à mon dîner. Vous étiez au dîner de votre fille, monsieur, a coupé Vincent. Et ce n'est pas à vous de décider. Et pour qui vous prenez-vous pour débarquer ici et prendre sa parole contre la mienne? Ma parole contre celle de ce petit gratte-papier rabougri? La mâchoire de Vincent s'est contractée. Monsieur Beaumont, a-t-il dit. Cet homme est Jean-Marc Lemoine. Il a servi pendant 31 ans comme expert comptable judiciaire principal au ministère de la Justice. Il a témoigné dans plus de 200 affaires fédérales et criminelles. Il a contribué à ma formation quand j'avais 26 ans. Quand il m'appelle pour me dire ce qu'il vient de voir, je le crois avant même qu'il n'ait fini sa première phrase. La pièce est devenue très silencieuse. Marguerite me regardait comme si elle ne m'avait jamais vu de sa vie. Pénélope avait arrêté de jouer avec ses perles. Thomas me dévisageait, la bouche légèrement entr'ouverte. Et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais pas vu depuis très, très longtemps. On aurait dit un enfant qui se réveille. Le secouriste s'est relevé de près d'Augustin. Monsieur, j'aimerais emmener ce petit bonhomme aux urgences pour des radios. Il a une sensibilité le long des cervicales supérieures et ses pupilles sont légèrement inégales. Ça peut n'être rien, ou ça peut être grave. Il va très bien, a cinglé Marguerite. Ne le touchez pas. Il n'a pas besoin d'aller à l'hôpital. Madame, a dit Vincent avec respect, cette décision ne vous appartient pas à vous seul en ce moment. Le père est également présent. Thomas a levé les yeux. Ses mains étaient à plat sur la table, comme pour se stabiliser pendant un tremblement de terre. Il s'est levé lentement. Emmenez-le, a-t-il dit, la voix tremblante. Emmenez mon fils à l'hôpital. Je viens avec lui. Thomas. La voix de Marguerite s'est brisée. N'ose pas faire ça. Tu as ri, Marguerite. Quoi? Quand ton père a balancé notre fils contre le mur, tu as dit merci à ton père. Emmenez-le à l'hôpital, a dit Thomas au secouriste. J'arrive. Le secouriste a pris Augustin dans ses bras, a enroulé une petite couverture de survie sur ses épaules, et l'a fait sortir. En passant près de moi, Augustin a tendu la main et a touché la mienne. Papy, a-t-il chuchoté, tu viens? Je te suis juste derrière, mon grand. Je te le promets. Quentin Beaumont a été arrêté dans la salle à manger de sa fille à 17h37, un dimanche d'octobre. Il a été inculpé pour mise en péril de mineur et violence volontaire ayant entraîné une incapacité, en vertu de l'article 222 à 13 du Code pénal français, un délit aggravé passible de lourdes peines. Ils l'ont menotté à table. Il avait encore sa serviette coincée dans le col de sa chemise. Pénélope n'a pas été arrêtée ce soir-là, mais on lui a fait un rappel sévère à la loi sur l'obligation de signalement, et on l'a informé qu'elle recevrait un appel de l'aide sociale à l'enfance, ASE. Marguerite est restée assise à la table de la salle à manger après leur départ, et elle a pleuré. Elle a pleuré très fort. Je ne suis pas resté pour la consoler. J'ai conduit jusqu'à l'hôpital Édouard Herriot et je me suis assis dans la salle d'attente avec mon fils. Augustin avait une fêlure à la vertèbre C2. Une fracture cervicale haute. Le genre de blessure qui, sous un autre angle ou avec un peu plus de force, laisse un enfant de 8 ans en fauteuil roulant pour toujours, ou pire. Quand le médecin nous l'a dit, Thomas a pris sa tête entre ses mains et a poussé un son que je n'avais jamais entendu sortir de la bouche d'un homme adulte. J'ai passé mon bras autour des épaules de mon fils. Il tremblait. Papa, a-t-il gémi dans ses mains. Papa. Je suis resté assis là. Je suis resté assis et je l'ai laissé pleurer. Je sais, fiston. Je sais. Thomas, écoute-moi. Tu l'as sorti de là ce soir. C'est ce qui compte maintenant. Tu l'as sorti de là. Il a pleuré pendant un long moment. 40 minutes, peut-être. Je l'ai juste tenu contre moi. Mon fils adulte, 36 ans, pleurant comme un petit garçon. Quand il a enfin pu parler, il a demandé, « Papa, qui es-tu » Je me suis calé au fond de la chaise en plastique de l'hôpital. J'ai réfléchi à la façon de répondre. Le néon bourdonnait au-dessus de nos têtes. Le distributeur automatique dans le coin vrombissait.
Je suis ton père, ai-je dit. C'est ce que je suis. Tout le reste, ce n'est qu'un métier que je faisais avant. Mais le lieutenant Broussard a dit. Il a dit que tu l'avais formé. C'est vrai. Il a dit que tu travaillais sur la criminalité financière pour la justice. C'est vrai aussi. J'ai pris ma retraite il y a 3 ans. Je ne te l'ai jamais dit parce que je ne voulais pas que tu me présentes dans les dîners comme mon père, l'agent fédéral. Je voulais être ton père, le type ennuyeux avec sa lagune à marron. Il a eu un petit rire étouffé, mouillé de larmes. Tu n'es pas ennuyeux. Je suis plutôt ennuyeux, fiston. Pourquoi tu ne m'as rien dit quand Quentin s'en prenait à toi? Quand il te traitait de gratte-papier. Tu aurais pu lui clouer le bec en 5 secondes. J'ai réfléchi à la façon de répondre à cela aussi. Parce que, Thomas, les gens te montrent exactement qui ils sont quand ils pensent que tu n'es personne. Quentin me montrait qui il était depuis 3 ans. Et à chaque fois qu'il le faisait, je l'archivais. Je constituais un dossier. J'attendais. Tu attendais quoi? Ce soir, je suppose. Je ne savais juste pas que ce serait ce soir. Il est resté silencieux un moment. Papa, il faut que je te demande quelque chose. Tout ce que tu veux. Marguerite. La chose qu'elle a dite. Le merci, papa. Je n'arrive pas à l'effacer de ma mémoire. Je sais. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai pris une grande inspiration. Fiston, ce n'est pas à moi d'en décider. Mais je vais te dire ceci. L'État va engager des poursuites contre Quentin. L'aide sociale à l'enfance va ouvrir un dossier. Toi et Marguerite allez être examinés de très près. Tu dois décider dès maintenant de quel côté tu es, du sien, ou de celui de ce petit garçon. Parce que tu ne peux pas être des deux côtés à la fois. Il n'a pas répondu tout de suite. Il regardait la porte du service de pédiatrie. De son côté à lui, a-t-il finalement dit. Toujours de son côté. Alors on commence par là. Le lendemain matin, j'ai appelé une avocate nommée Odile Richard. Odile avait été substitut du procureur au parquet de Grenoble. Elle avait pris sa retraite la même année que moi et avait ouvert un cabinet privé en droit de la famille à Tassin-la-Demi-Lune parce que, comme elle le disait, j'en ai fini avec les cartels. Maintenant, je veux juste ruiner les batailles pour la garde d'enfants de personnes mauvaises. Odile mesurait un m50, pesait environ 45 kilos, et était l'avocate la plus terrifiante que j'ai jamais vue dans une salle d'audience. Jean-Marc, a-t-il dit quand je lui ai raconté l'histoire, je vais n'en faire qu'une bouchée, de cette femme. Apporte-moi le dossier d'ici mercredi. Ensuite, j'ai appelé un ancien collègue nommé Bernard Steiner, qui avait passé 20 ans à auditer des concessions automobiles pour la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale à la DGFiP. Bernie, à quel point es-tu occupé? Pour toi? Jamais. Qu'est-ce que tu as? Beaumont Automobile, 3 succursales dans la région. Le nom du propriétaire est Quentin Beaumont. Je veux savoir si les comptes sont propres. Un long silence. Jean-Marc, est-ce qu'on est en train de faire ce que je crois qu'on fait? Bernie, je ne te demande de rien faire. Je te demande, en tant que simple citoyen que je connais depuis 28 ans, si tu sais par hasard si une entreprise en particulier présente des irrégularités qui, selon ton jugement professionnel, mériteraient d'être signalées dans l'intérêt public. Il a ri. Tu n'as rien perdu de ta superbe. Laisse-moi 4 jours. Prends en 5. Je ne suis pas pressé. Je n'étais pas pressé car je savais, après 31 ans à faire ce métier, que des hommes comme Quentin Beaumont ne gèrent pas des affaires propres. Les hommes qui balancent négligemment leurs petits-enfants contre des murs ne paient pas correctement leurs impôts. Les hommes qui traitent les gens de cette façon les dimanches après-midi ne remplissent pas de déclarations trimestrielles exactes. Il y a un prix à payer pour être une brute, et le fisc finit toujours par venir récolter son dû. 3 jours plus tard, Augustin est rentré de l'hôpital avec une minerve souple. Il allait s'en sortir. La fracture était stable. Pas de chirurgie nécessaire. 6 semaines d'attelle, puis de la rééducation. Il est rentré dans ma maison à Oulin parce que c'est là que Thomas logeait désormais. Marguerite avait refusé de quitter la maison de Saint-Cyr. Elle avait également refusé de rendre visite à son fils à l'hôpital. Elle avait engagé un avocat, un grand ponte de Paris nommé Maître Autier, qui déposait déjà des requêtes dénonçant une prétendue aliénation parentale.
Ottier ne savait pas encore qu'il allait croiser la route d'Odile Richard. La première semaine, Augustin n'a presque pas parlé. Il s'asseyait sur mon canapé avec ma vieille chienne Golden Retriever, Brioche, et fixait des dessins animés sans rire. Il sursautait au bruit fort. Il faisait des cauchemars chaque nuit et rampait dans le lit de Thomas à 3 heures du matin. J'ai acheté une canne à pêche, une vraie, et je l'ai posée dans un coin du salon où il pouvait la voir. Je lui ai dit que dès que le médecin nous donnerait le feu vert, on irait au chalet de mon frère au bord du lac d'Annecy pour attraper une truite. Le premier sourire que j'ai revu sur le visage d'Augustin, c'est le soir où il m'a demandé « Papy, est-ce que tu étais vraiment un espion ?» Non, bonhomme. Je n'étais pas un espion. J'étais un comptable. Mais papa a dit que tu mettais les méchants en prison. J'aidais, parfois. Il y avait beaucoup de gens qui aidaient. Je regardais juste les chiffres. Les chiffres, c'est un peu ennuyeux. Les chiffres sont très ennuyeux, Augustin. C'est pour ça que les méchants croient que personne ne les regarde. Il a réfléchi à ça pendant un moment. Puis il a dit très sérieusement, « Je crois que je veux devenir comptable. » J'ai tellement ri que j'en ai pleuré. 2 semaines plus tard, Bernie m'a rappelé. « Jean-Marc, assieds-toi. » Je suis assis. Beaumont Automobile mène une fraude aux véhicules gravement endommagés sur l'ensemble de ses 3 succursales depuis au moins 6 ans. Ils achètent des véhicules classés épaves ou inondés dans d'autres pays, blanchissent les titres de propriété via une société écran domiciliée au Luxembourg, et les revendent comme des voitures d'occasion impeccables. On compte au moins 1,4 million d'euros de revenus non déclarés, une fraude caractérisée en bande organisée, et très certainement des escroqueries financières au vu des dossiers de crédit. Il y a aussi un schéma de dépôt en espèces fractionnées qui hurle aux violations des lois sur le blanchiment d'argent et justifie des signalements Tracfin. Bernie, c'est magnifique. Ce n'est pas tout. Pour la société écran. L'administratrice enregistrée est Pénélope Beaumont, la femme. Elle est partout sur les papiers. Elle n'est pas juste complice, Jean-Marc. Elle est co-gérante. J'ai pris une lente inspiration. Bernie, je pense qu'un citoyen inquiet, peut-être anonyme, voudrait sûrement déposer un signalement formel à la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, et peut-être une plainte parallèle à la préfecture et à la répression des fraudes. Et éventuellement, juste éventuellement, toucher un mot à un ami de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Jean-Marc, vieux renard majestueux. Bernie, je ne suis qu'un vieil homme à la retraite. C'est ça, oui. J'aurai les dossiers documentés prêts pour vendredi. J'ai raccroché. Je me suis assis sur ma terrasse dans l'air froid de novembre. Brioche est venu poser sa tête sur mon genou. À l'intérieur, j'entendais Augustin rire à quelque chose à la télé. Thomas était au téléphone avec Odile pour discuter d'une requête de garde provisoire d'urgence. Je veux que vous compreniez une chose. Je n'étais pas joyeux ce jour-là. Je ne jubilais pas. Je n'en tirais aucun plaisir. Je n'ai jamais aimé cette partie du travail. Ce que j'ai ressenti, c'était une sorte de certitude froide et installée, la même sensation que l'on éprouve lorsqu'on répare enfin une fuite dans le toit qui nous embête depuis des mois. On ne fait pas la fête. On arrête simplement d'entendre la goutte tomber. L'affaire pénale contre Quentin a avancé rapidement car les preuves étaient accablantes. Ma vidéo, les dossiers médicaux, le placoplâtre fissuré photographié par les agents d'intervention. Et plus tard, l'audition filmée d'Augustin par un spécialiste médico-légal pour enfants. L'avocat de Quentin, un grand ténor du barreau de Lyon, a tenté de négocier un accord. Le procureur a refusé. Il voulait un procès. Il voulait une condamnation publique. Entre-temps, 6 semaines après le dîner, Quentin Beaumont a reçu une lettre recommandée de la direction des impôts l'informant que Beaumont Automobile faisait l'objet d'une enquête fiscale criminelle. 3 jours plus tard, il a reçu une deuxième lettre de la préfecture suspendant les autorisations commerciales de ses 3 concessions en attendant les conclusions de l'enquête. 2 jours après cela, les lignes de crédit de ses stocks ont été coupées par la banque, car la suspension des licences annulait les clauses de ses prêts. En l'espace d'une semaine, Quentin Beaumont est passé du statut d'homme en liberté sous caution en attente de son procès à celui d'un homme dont tout l'empire financier était gelé, ses comptes bancaires passés au crible, et sa femme visée par une enquête pénale distincte. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Son avocat ne comprenait pas ce qui se passait. Quentin a appelé Thomas à un moment donné, hurlant que,
Ton connard de père m'a fait ça. Et Thomas lui a répondu calmement, je ne pense pas, Quentin. Je pense que vous vous l'êtes fait tout seul, et il a raccroché. Marguerite a demandé le divorce début décembre. Ou plutôt, elle a déposé les papiers du divorce comme une manœuvre tactique, s'attendant à ce que Thomas cède. Maître Autier s'attendait à une séparation à l'amiable et endormie, où Marguerite obtiendrait la maison et la garde principale. Au lieu de cela, il est tombé sur Odile Richard. Elle a déposé une contre-requête l'après-midi même avec 37 pièces jointes, dont les dossiers médicaux, le rapport de police, les conclusions préliminaires de l'ASE, et 3 déclarations sous serment de voisins décrivant des incidents passés de cris et de portes claquées dans la maison de Saint-Cyr. À Noël, Thomas a obtenu la garde provisoire d'urgence. En février, il avait la garde exclusive, avec de simples droits de visite médiatisés pour Marguerite, et ce, uniquement après qu'elle ait suivi un programme de suivi psychologique sur les violences intrafamiliales ordonné par le tribunal. Elle ne l'a pas terminé. Marguerite, s'est-il avéré, ne supportait pas d'être la plus petite personne dans la pièce. Le procès pénal de Quentin Beaumont a commencé le 9 mars. Thomas n'y a pas assisté. Il est resté à la maison avec Augustin. J'y ai assisté tous les jours. Je me suis assis au 3e rang, derrière le banc du ministère public, dans un costume bleu propre que j'avais acheté spécifiquement pour l'occasion. Quentin m'a vu le premier jour et a détourné le regard. Il ne m'a plus regardé ensuite. Pénélope avait accepté un accord séparé concernant les charges financières en échange de son témoignage dans l'affaire de l'agression. Elle a témoigné sous serment que son mari avait beaucoup bu ce jour-là, qu'il avait un historique de, selon ses mots, style disciplinaire exubérant, avec leur petit-fils, et qu'elle avait eu peur d'intervenir. Son visage à la barre était un masque de regret bien répété. Elle mentait, bien sûr, sur la peur, mais cela n'avait aucune importance. La vidéo a fait le reste. Le jury s'est retiré pendant 2h11. Coupable sur tous les chefs d'accusation. La juge, une femme sévère nommée Martine Yvon, a condamné Quentin Beaumont à 5 ans de prison ferme avec une peine de sûreté de 3 ans. Elle a prononcé un discours depuis son perchoir dont je me souviendrai toute ma vie. Elle a déclaré, « Monsieur Beaumont, ce tribunal a présidé de nombreuses affaires. Certaines impliquent des adultes se blessant mutuellement lors de moments de conflit. Ce sont des tragédies. Cette affaire est différente. Cette affaire implique un homme fait, 3 fois plus grand et 10 fois plus fort qu'un enfant de 8 ans, ramassant cet enfant comme un objet, et le projetant contre un mur avec assez de force pour lui fracturer les cervicales, pour ensuite se rasseoir et finir son dîner. Ce tribunal juge votre comportement non pas seulement criminel, mais méprisable. La peine maximale est, à mes yeux, insuffisante, mais c'est ce que la loi prévoit. Quentin a été condamné. Il a été emmené menotté. Il ne m'a pas regardé. Il n'a regardé personne. Dans le couloir après l'audience, la substitut du procureur Caroline Hénin m'a serré la main. Elle avait environ 45 ans, petite, le regard vif, et elle avait géré le dossier personnellement. « Monsieur le moine, a-t-elle dit, ce fut un honneur. L'honneur était pour moi, maître. Vous avez fait le travail. Vous avez fait le travail, monsieur. Nous n'avons fait que le présenter au tribunal. Je suis rentré chez moi ce soir-là et Augustin m'attendait sur le porche avec brioche. Il avait enfin pu retirer sa Minerve 2 semaines plus tôt. Il a couru dans l'allée quand je suis sorti de la voiture. Papy, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai pris dans mes bras. Mon dos a protesté. Mes genoux ont craqué. Je m'en fichais. Il va partir très loin pendant longtemps, bonhomme. Il ne fera de mal à personne pendant très, très longtemps. Pour toujours? Assez longtemps. Assez longtemps pour que, d'ici à ce qu'il sorte, tu seras devenu si grand qu'il n'osera même plus. Il y a réfléchi. Papy, on va à la pêche maintenant? Ouais, mon grand. Maintenant, on va à la pêche. Nous sommes allés pêcher le week-end suivant au chalet de mon frère sur le lac d'Annecy. Augustin a attrapé une truite de 35 cm, le plus gros poisson de sa courte vie. Il l'a brandi pour la photo, et son sourire prenait tout son visage. Il lui manquait une dent de devant à ce moment-là. J'ai cette photo encadrée sur ma cheminée encore aujourd'hui. Au printemps, Marguerite a essayé de revenir. Elle s'est pointée chez moi à l'improviste un samedi de mai. Elle avait maigri. Ses cheveux étaient coiffés différemment.
Elle avait été, je l'ai appris plus tard, dans un programme de cure de désintoxication que sa mère avait payé. Jean-Marc, a-t-elle dit sur mon porche. Je peux entrer? Non, ai-je répondu. S'il vous plaît, je veux juste m'excuser auprès de Thomas. Auprès d'Augustin. Ils ne sont pas là, Marguerite. Ils sont à un match de foot. Alors je peux m'excuser auprès de vous? Je l'ai regardé pendant un long moment. J'ai repensé à la carte d'anniversaire avec le dessin de pêche que j'avais faite pour Augustin. J'ai pensé à son écriture, retour à l'envoyeur. J'ai pensé à son « merci, papa ». Vous pouvez dire ce que vous êtes venu dire, lui ai-je dit. J'écouterai. Je ne promets rien de plus. Elle a pleuré, alors. Elle m'a dit qu'elle était désolée. Elle m'a dit qu'elle avait grandi dans la peur de son père et qu'elle avait passé toute sa vie d'adulte à essayer de lui plaire parce qu'elle ne connaissait aucune autre façon d'être. Elle m'a dit qu'elle avait été tellement jalouse de la façon dont Thomas aimait son père discret, peu impressionnant, qui conduisait sa Renault Laguna marron, qu'elle avait eu besoin de rabaisser Thomas, car si Thomas était petit, alors son père à elle était grand. Et que la grandeur était la seule forme d'amour qu'elle comprenait. J'ai écouté. Je ne l'ai pas interrompue. Quand elle a eu fini, elle est restée là, attendant que je dise quelque chose. J'ai dit, Marguerite, j'apprécie que vous soyez venue. Je pense même que vous êtes sincère. Mais vous n'avez pas droit à mon pardon. Et vous n'avez absolument pas droit à celui de mon fils. Et vous n'avez absolument pas droit à Augustin. Si vous voulez une relation avec ce garçon, vous la mériterez de la manière que le tribunal a définie. Étape par étape, visite surveillée par visite surveillée, avec un suivi psychologique, avec du temps. On ne s'excuse pas pour forcer la porte et revenir. On marche pas à pas pour revenir. Et la marche prend des années. Et il se peut que ça ne marche pas. Elle a hoché la tête, s'essuyant le visage. Vous direz à Thomas que je suis venu? Je le lui dirai. Vous lui direz que je suis désolé? Je lui dirai que vous l'avez dit. Elle s'est retournée pour partir. En bas des marches du porche, elle s'est arrêtée. Jean-Marc, est-ce vous qui avez fait ça? Le truc avec les impôts? L'entreprise de mon père? Je l'ai regardé. Marguerite, votre père a commis des années de fraude. L'État s'en est rendu compte. Ça n'a rien à voir avec moi. Elle m'a dévisagé pendant un long moment. Puis elle a lentement hoché la tête et est retournée à sa voiture. Je ne lui ai jamais dit la vérité. Mais je vais vous la dire, à vous. J'ai passé 2 coups de téléphone. C'est tout. J'ai passé 2 coups de téléphone à 2 vieux amis. Et je leur ai dit ce que j'avais personnellement vu. Et je leur ai demandé ce que, dans leur jugement professionnel, ils pensaient qu'un citoyen inquiet devrait faire. Tout ce qui s'est passé ensuite, c'était le système fonctionnant exactement comme il a été conçu pour fonctionner. Quentin Beaumont s'est détruit lui-même. Je me suis juste assuré que les bonnes personnes regardaient au bon endroit. C'est la différence entre la vengeance et la justice. La vengeance est une satisfaction privée. La justice est un règlement de compte public. La vengeance exige que vous vous salissiez les mains. La justice exige seulement que vous ne détourniez pas le regard. J'ai 68 ans. Je vis dans cette maison à Oulin depuis 31 ans. Je conduis une Renault Laguna de 14 ans. Je fais mes courses à l'Intermarché le mardi. Mon petit-fils vit avec moi et son père la plupart des week-ends maintenant, car l'école est plus proche de l'appartement de Thomas, mais Augustin aime mon grand jardin et brioche et l'atelier au sous-sol où je lui apprends à sculpter le bois. Il a 10 ans maintenant. 2 ans se sont écoulés depuis ce dîner dominical. Il fait des nuits complètes. Il rit aux éclats devant les dessins animés. Il a un meilleur ami nommé Léo, ils font du vélo ensemble et ils jouent au hockey, pas au rugby, parce qu'Augustin a demandé à son père s'il pouvait jouer au hockey, et son père a dit oui. Parfois, tard le soir, après qu'Augustin se soit endormi, Thomas et moi nous asseyons sur ma terrasse arrière et nous ne disons rien. Nous écoutons simplement les grillons. Et une nuit, l'automne dernier, il a tendu la main, l'a posée sur mon épaule et a dit « Papa, merci pour tout. Pour toutes les années où tu ne m'as rien dit, et pour la nuit où tu l'as fait. » Je n'ai rien répondu. J'ai juste posé ma main sur la sienne. Les gens vous regarderont toute votre vie et décideront de ce que vous êtes en fonction de la voiture que vous conduisez, de la façon dont vous portez votre pull et de la force de votre voix à table.
Laissez-les faire. Laissez-les décider. Laissez-les se tromper. Ceux qui comptent finiront par comprendre, et ceux qui ne comptent pas ne sauront jamais. Et c'est très bien ainsi. C'est exactement comme ça que ça doit être. Je suis l'homme ennuyeux dans la laguna marron. Je suis aussi l'homme qui a passé l'appel. Si vous êtes resté avec moi jusqu'à la fin de cette histoire, je veux que vous sachiez que je vous en suis reconnaissant. Appuyez sur le bouton j'aime si cela a signifié quelque chose pour vous, et abonnez-vous à Vengeance Hivernale pour que la prochaine histoire vous trouve. Dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutiez ce soir. Et parlez-moi, si vous le souhaitez, de la personne discrète de votre propre famille que personne n'a jamais vraiment vu venir. Je vous lirai. Prenez soin les uns des autres, en particulier des plus petits. J'ai repensé à ce dimanche d'octobre 1000 fois depuis que c'est arrivé. Et ce qui me reste le plus, ce n'est pas la violence. C'est le silence qui l'a précédé. Pendant 3 ans, je me suis assis en face de Quentin Beaumont pendant qu'il insultait mon fils, pendant qu'il rabaissait mon petit-fils, pendant qu'il buvait trop de whisky à 15 h de l'après-midi et me traitait de gratte-papier dans la propre maison de ma famille. Et à chaque fois, j'ai fait le choix de ne pas répondre. Depuis, on m'a demandé, était-ce de la faiblesse? Était-ce de la lâcheté? Non. C'était quelque chose que j'ai appris en 31 ans passés à regarder des chiffres sur du papier. L'homme le plus bruyant de la pièce est presque toujours le plus effrayé. Cause et effet. Un homme qui a besoin de dominer tous ceux qui l'entourent est un homme qui ne croit pas pouvoir être aimé sans cela. Et un homme comme ça, si on lui donne assez de temps, finira toujours par révéler qui il est vraiment. Ce que je veux que vous reteniez de cette histoire, ce n'est pas que je suis intelligent, ou que j'avais des relations, ou que le système a fonctionné parce que je connaissais les bons numéros de téléphone. La vérité, c'est que le système aurait fonctionné de toute façon. N'importe qui dans cette salle à manger aurait pu passer l'appel. Le plus dur n'était pas de savoir qui appeler. Le plus dur, c'était d'être prêt à se lever de table pendant que mon propre fils restait figé à côté de moi. C'est cette partie-là qui demande du courage. Et le courage n'est pas quelque chose avec lequel on est. C'est quelque chose que l'on construit silencieusement, au fil des décennies, chaque fois que l'on choisit de faire la petite chose juste quand personne ne regarde. Je pense beaucoup maintenant à la différence entre la force et le bruit. Quentin avait du bruit. Il avait une grosse voix, un gros 4x4, une grande maison et 3 concessions avec son nom sur l'enseigne. Mais quand le moment est venu, quand sa vie a réellement été mise à l'épreuve, il n'avait rien. Aucun véritable ami ne s'est manifesté pour lui. Aucun employé n'a défendu son intégrité. Sa propre femme a témoigné contre lui. Le bruit n'est pas la force. La force, c'est le dossier silencieux que vous bâtissez en étant une personne décente, la compétence silencieuse que vous développez dans votre métier, et les relations silencieuses que vous tissez avec des gens qui décrocheraient encore le téléphone pour vous 20 ans après votre retraite. Je pense à mon fils Thomas tous les jours. Il se reconstruit. Il a perdu 18 kilos par rapport à l'année dernière. Il rit aux éclats maintenant. Il joue à la balle avec Augustin dans le jardin. La chose la plus difficile à pardonner pour lui, m'a-t-il avoué un jour, ce n'est pas ce que Quentin a fait. C'est le moment où lui-même s'est rassis et a repris sa fourchette. Je lui ai dit ce que je vais vous dire. La valeur d'un homme ne se mesure pas au fait qu'il reste figé une fois. Elle se mesure au fait qu'il se relève la fois suivante. Prenez soin des plus petits. Dites aux personnes discrètes de votre vie que vous les voyez. Et quand le moment viendra, ne détournez pas le